On ne peut plus s'en passer ou presque dans un troisième millénaire en pleine mutation. Les réseaux sociaux nourrissent aujourd'hui presque tous les fantasmes. Certains hommes politiques ont une peur bleue de ces canaux digitaux. D'autres n'hésitent pas donc à les utiliser ou justement même à les fermer le jour du scrutin électoral. Arme des jeunes, évidemment, c'est également l'outil de communication privilégié des mouvements terroristes. Les réseaux sociaux ont aussi supplanté les médias traditionnels, obligeant ces derniers à corriger ou démentir des informations vraies ou des informations, évidemment, des rumeurs sur la toile. Quel est l'impact réel des réseaux sociaux aujourd'hui sur nos sociétés et surtout, quelle est son influence dans le débat politique aujourd'hui? On en parle avec Dr Moïse Lasma aussi. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Chers amis téléspectateurs, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes donc enseignant d'information communication, spécialiste des pratiques info-numériques et médiatiques. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, c'est un plaisir renouvelé chaque fois d'être sur le plateau de la télévision nationale pour opiner sur les sujets qui m'intéressent, tant sur le plan scientifique que sur le plan sociétal. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer des réseaux sociaux? Je pense non, on ne peut plus. Nous sommes en pleine révolution. La quatrième peut-être, je sais pas, la révolution du numérique qui envahit le quotidien des citoyens. Et quand on sait que le citoyen est celui-là qui après devient un citoyen électeur sur le plan politique, on ne peut plus, au-delà du quotidien, se passer des réseaux sociaux numériques. Nous, en centre de l'information et de la communication, nous parlons des réseaux sociaux numériques pour signifier tous ces dispositifs qui, tous les jours, sont de ce que nous appelons du web 2.0, du web social, qui en réalité participe à permettre aux citoyens, aux mobilotes, à l'internaute, lui-même de produire son contenu. Parce que c'est là où il y a le débat en fait. Hier, il y en a les médias classiques, et il faut venir à la télévision pour passer le message. Aujourd'hui, avec ces canaux digitaux, on peut rester chez soi et produire de contenu. Donc, tous ceux qui sont sur cet espace, on peut appeler parfois le cyberespace, sont aujourd'hui appelés des producteurs de contenu, de façon basique. Après, on verra la typologie de ces producteurs-là. Donc, il se fait qu'on ne peut plus se passer de ça. Et donc, vu que la politique ou l'exercice de la politique ou même qui est la quête et la conservation du pouvoir politique, comme l'a dit Voltaire, c'est-à-dire qu'on va rechercher alors sur cet espace numérique, au sens qui est un espace public, au sens habermasien du terme, parce que Yuval Habermas a estimé que l'espace public, c'est l'espace de délibération en démocratie. Donc, les politiques envahissent alors le cyberespace pour pouvoir conquérir des citoyens électeurs. Mais il faut remarquer que le cyberespace aujourd'hui, de plus en plus, il est pollué parce que tout le monde peut publier n'importe quoi. Et donc, on a plus souvent la lisibilité du débat public. Et c'est pour ça qu'il faut réguler ce cyberespace. Et je crois qu'en droit politique béninois, à travers le code du numérique, ce cyberespace est bien régulé. Et bon, le code du numérique, d'ailleurs, réprime assez durement les pratiques qui sont contraires à la loi, et on peut faire même la prison, ce qui est d'ailleurs dénoncé, notamment quand on sait que certains journalistes sont rattrapés par ce code numérique-là, alors que le code de l'information et de la communication avait déjà dépénalisé les délits de presse. Alors, de façon générale, il faut voir que les réseaux sociaux numériques participent de ce que l'on appelle, contribuent énormément à la participation citoyenne. Et quand on parle de la participation citoyenne, il faut voir 4 éléments. Il y a d'abord l'information, il y a d'abord la consultation, il y a la concertation et la co-construction. Quand je prends le cas de Bénin, j'ai fait un papier il y a à peu près 3 ans sur comment est-ce que le cyberespace a contribué avec la participation citoyenne dans la crise covidienne. Et j'ai pu remarquer que le gouvernement béninois a fait un travail dans ce sens en termes de réseaux sociaux. Avant de choisir ces canaux digitaux, a utilisé ce premier pan de l'information en consultant les citoyens pour savoir quels sont les canaux digitaux que vous utilisez. Et on voit bien sur le côté informationnel, j'ai bien suivi avec vous, la campagne actuellement sur la cyberdélinquance, ça pullule aussi sur les réseaux sociaux. Et quand le gouvernement a une activité, parfois c'est du live sur Facebook et autres. Après, vous avez la co-construction.
Mais c'est là parfois que ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Mais avant, le gouvernement a aussi fait ce qu'on appelle le Ask-Gouv, où il interagit avec les citoyens. Globalement, on voit que le numérique et au-delà aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques qui sont un prolongement donc, du numérique, en fait du web classique, on est dans le 2.0 et même aujourd'hui, donc on vous diront qu'on est dans le 4.0 ou le 3.0 avec l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a un effort. Mais de l'autre côté, c'est que il y a aujourd'hui, depuis 2019, même les États-Unis ont commencé à financer des projets dessus, et Donald Trump en 2016 a prononcé le mot fake news, qui en réalité est une problématique majeure dans cette participation citoyenne en matière de politique d'espace public du numérique ou des réseaux sociaux numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire un faux profil et parler au nom d'un homme politique, dans l'idée de les détruire. Et de ce point de vue-là, cette désinformation-là, ces infox sont aujourd'hui l'épine dans les pieds à la fois donc, du politique ou même parfois des citoyens. Parce que derrière la désinformation, c'est une porte ouverte à tout. Parce que cette désinformation désagrège l'ordre social et on ne peut plus savoir, comme je le disais à l'instant, une lisibilité des actions du public ou du politique dans l'espace public numérique. Et donc, c'est ça qui est la problématique majeure aujourd'hui. Et donc, ce que nous, on préconise, si vous permettez que je... Avant qu'on en vienne, évidemment, aux propositions en ce qui concerne, évidemment, les fake news, on va quand même essayer de s'attarder sur le profil de ceux que les politiques vont chercher sur les réseaux sociaux. Alors le profil, il est diversifié. Hein. Je peux vous dire, D'abord, le profil idéal, c'est celui qui est capable, après, quand le débat monte, parce qu'en réalité, la politique, c'est quoi? À un moment donné, dans la société, il y a l'opinion dominante qui émerge, il y a le débat qui se fait, et à un moment donné, on peut se faire son idée sur tel ou tel homme politique. Il y a en communication ce qu'on appelle la théorie à deux étages, qui postule qu'une information qui est passée va vers ce qu'on appelle les influenceurs qui, à leur tour, alors, relaient ces informations-là donc aux citoyens. Donc, en premier lieu, on pense d'abord, quand on est sur les médias sociaux, quand on veut communiquer, on pense d'abord à ce qu'on peut appeler les influenceurs. C'est-à-dire les leaders d'opinion qui sont capables, sur ces médias sociaux, de relayer l'information au mobilote, le mobilote à son tour peut aussi le relayer dans la communauté. Et donc, on a bien vu, par exemple, à l'élection législative de janvier 2023, un parti politique, je ne veux pas peut-être le nommer, de la mouvance, qui a utilisé abondamment les influenceurs de TikTok. Parce que justement, ce parti politique mise sur la jeunesse et la gente féminine, donc les jeunes et les femmes. Mais malheureusement, c'est que cette campagne politique a un peu foiré parce que, à l'arrivée, ces jeunes qui ont des comptes TikTok, etc., ne peuvent pas arriver à mobiliser les citoyens finaux qui, en réalité, ne sont pas des électeurs. Parce que la tranche d'âge qu'influencent ces jeunes-là, c'est la tranche d'âge des gens qui ne peuvent pas voter. Quand vous allez sur Snapchat, une partie de TikTok, c'est les gens qui ne peuvent pas voter, ou c'est les gens, en réalité, dans ce qu'on a regardé aujourd'hui comme des gens qui ont de la désaffection pour la chose politique. Donc, si vous voulez communiquer sur les canaux digitaux via ces influenceurs-là, qui veulent influencer des gens qui ne s'intéressent pas à la chose politique, votre campagne de communication est à l'eau. Et on l'a bien vu, donc ce parti n'a pas eu grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, pour cette campagne-là, moi, je l'ai analysé. Donc, c'est cette théorie-là, de tout stop flow. Aujourd'hui, même, c'est même un multiple stop flow parce que c'est plusieurs étages. Parce que quand je communique via donc, ces influenceurs qui ont de la visibilité, qui ont des suiveurs, qui ont des likes, qui ont des vues, qui ont des centaines de milliers de vues, etc. sur ces réseaux sociaux-là, eux, ils peuvent en retour donc influencer. Mais il faut analyser de près pour savoir quel est votre objectif de communication. On peut aussi, à partir des médias sociaux, on peut aussi faire ce qu'on appelle la théorie de la spirale du silence. Parce que vous savez, par exemple Facebook, si vous faites attention, il y a une sorte de bulle parfois. Il y a une sorte de conditionnement, il y a une sorte même parfois de distorsion que Facebook essaie de vous faire. Et donc si régulièrement, même TikTok, hier moi je l'ai remarqué,
j'observe TikTok pour l'analyser dans mes études. Et je constate que quand vous allez régulièrement sur cette thématique, quand vous ouvrez tout de suite les réseaux sociaux, c'est cette thématique qui vient vers vous. C'est une sorte de conditionnement. C'est une bulle. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et donc, si, en tant qu'homme politique, vous n'analysez pas ces biais cognitifs, vous pouvez rater votre communication via les canaux digitaux. Mais ce qu'on peut retenir globalement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique sans le numérique. Il n'y a plus de politique sans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Belhaminus Kakovi dans sa thèse de 2015 qui a déjà révélé que le numérique est rentré dans la politique au Bénin depuis les élections présidentielles de 2011. Et ça n'a pas raté, ça a continué. Et donc, on a continué à utiliser le digital dans l'espace politique. Vous le dites bien clairement, la politique et les réseaux sociaux, il y a bien un lien très étroit. Mais les réseaux sociaux sont-ils de nouveaux espaces de contestation ou de reconstruction de la politique? Justement, comme la rue, comme l'espace public, au sens abémancien, je le disais, aujourd'hui, le cyberespace, pour être plus précis, est la continuation de l'action politique. Et là-bas, le débat se fait. Et justement, c'est des espaces qui, pour moi, sont régulés, qu'il faut investir et surtout, justement, surveiller parce que ces espaces peuvent dégénérer. De là-bas, on a vu Sidi Bouzid en 2011, on a vu comment c'est la contestation avec le printemps arabe, c'est des réseaux sociaux que ça a continué. Parce que, justement, là-bas, c'est beaucoup l'émotion qui marche. Et donc, on peut rapidement arriver à agir sur l'émotion des gens à partir de ces réseaux-là. Et c'est pour ça qu'il y a donc sur ces réseaux généralement, pour ce que nous observons aujourd'hui, des mobilisations avec les hashtags qui sont des mots dièses qui permettent de mobiliser pour une cause. Je suis grec et on voit bien comment ça peut se passer. De là-bas, ça peut envahir la rue en fait. Parce que ceux qui sont sur ces espaces numériques sont en réalité des citoyens qui ont le téléphone, qui peuvent rentrer dans le quartier, dans la rue, et ça peut désagréger. Et c'est pour ça que j'insistais sur la question de la désinformation. Mais à votre avis, pensez-vous qu'on peut arriver à contrôler véritablement les réseaux sociaux comme on le fait déjà avec les médias traditionnels? Alors là, vous tomberez dans le viseur des droits de l'homiste, parce que la liberté d'expression, elle doit être totale. Donc, de ce point de vue-là, si vous dites que vous voulez contrôler, non seulement couper Internet ou bien filtrer les accès sur certains canaux digitaux, vous tomberez de ce coup-là de ne pas permettre aux citoyens de s'exprimer. Moi, je pense, à titre personnel, qu'il serait intéressant, pas de filtrer ou de contrôler, c'est d'éduquer le citoyen à interagir avec l'information, avec le média, avec le numérique, et de comprendre les enjeux derrière. Quand un citoyen est culturellement informé et médiatiquement cultivé, et même digitalement compétent, ce citoyen fait ce que j'ai appelé le recul informationnel. C'est-à-dire, n'importe quelle information que vous voyez sur les canaux digitaux, vous les prenez avec du recul, vous les analysez avant de faire votre opinion dessus, ou vous appelez un expert pour vérifier telle ou telle information. Ça fait quand même 15-20 ans. Il n'y a pas cette information que vous allez envoyer sur les réseaux sociaux que moi je vais prendre au premier degré. Parce que j'ai reçu l'éducation aux médias et à l'information, je travaille dessus, il y a ce qu'on appelle la translittératie. Et c'est ce qu'on demande aux gens, même dans la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Introduire, comme ça a été dit depuis 2011, dans les curricula, dans les institutions scolaires, dès le bas âge, qu'est-ce qu'une information, comment l'information se comporte, où est-ce qu'il faut vérifier, quelle est la source, quelle est l'origine de cette information. Est-ce que celui-là qui donne l'information, il est habilité? Est-ce que c'est un universitaire? Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que vraiment, quelles sont ses intentions à donner cette information? Quand les citoyens vont arriver à ce niveau-là, c'est un peu comme nous parlons de la question de lettré ou non lettré, ou de l'électronisme, illectronisme, etc. Si on arrive à ce niveau, vous allez voir qu'on va régler de moitié, de mon point de vue, j'ai écrit des papiers dessus, toutes ces questions-là liées à la désinformation, à la cybercriminalité et même au brouillage de l'espace politique numérique, et ça va être réglé. Parce qu'en réalité, on a affaire, vous et moi, on parle français. Alors, on comprend. J'utilise un mot, vous comprenez. J'utilise un synonyme, vous comprenez. Mais celui qui n'a pas compris comment fonctionne le cyberespace, il va être pris en deux feux. D'accord.
Alors, docteur Ma aussi, est-ce que quelque part, l'essor de ces réseaux sociaux-là, en ce qui concerne, je veux dire, le volet débat public, et, enfin, en ce qui sert de cadre, d'accord, d'espace, on va dire ainsi, pour le débat public, est-ce que ce n'est pas aussi dû à la faillite des médias classiques à un moment donné qui ne pose peut-être pas de vrais débats concernant la cité? Et donc, les populations retrouvent en les réseaux sociaux une forme d'exutoire où elles peuvent elles-mêmes prendre la parole pour opiner. Justement, c'est la caractéristique des réseaux sociaux numériques. C'est que tout le monde peut parler, tout le monde peut produire du contenu. Et quand on sait que dans certains pays, les médias classiques sont régentés, les médias classiques sont parfois fermés, les médias classiques, on n'arrive pas en réalité à avoir de la voix dissonante. On fait le prolongement sur le digital et tout le monde a le terminal en main, donc tout le monde peut opiner. C'est qu'il faut souhaiter que ça ne dégénère pas. Et c'est en fait ça. Et aujourd'hui, quand vous prenez le Bénin, avec la question des cybermédias, qui est une question, on va dire, récurrente là, il n'y a pas encore une régulation de ces cybermédias qui soit correcte. On n'est pas encore arrivé à vraiment réguler les cybermédias. Ce que le Bénin fait actuellement, ce que la haute autorité du Bénin fait, c'est de faire en sorte de les enregistrer, de savoir qui ils sont, mais on n'arrive pas à réguler. Donc en réalité, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est une forme d'exutoire des canaux digitaux parce que les médias classiques, on n'arrive pas. Je prends le cas de l'ORTB. Alors, si vous ne m'invitez pas, je ne vais pas venir. Ben, alors, si l'ORTB a un site et que ce que je dis est déçu, quelqu'un peut commenter. C'est ça la caractéristique des réseaux sociaux. Quelqu'un peut faire un commentaire et donner la possibilité. Donc, il y a certains médias, je ne dis pas que l'ORTB est fermé, hein, qui ne donnent pas cette possibilité-là. Et donc, c'est... Bon, de toute façon, monsieur, tout le monde ne peut pas venir opiner dans un média. Non, il faut, ce que vous essayez de faire généralement, il faut profiler. Il faut profiler, vous avez vos personnes ressources et ça permet en réalité de pouvoir savoir celui qui dit quoi, il ne dit pas n'importe quoi sur le média. Et donc de ce point de vue-là, il y a ce travail à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'en réalité, les médias sociaux sont non seulement un prolongement, mais c'est aussi, si vous voulez, une alternative. Dans la société, il faut promouvoir l'alternative. Vous avez la capacité de faire du débat, mais donnez la possibilité à d'autres qui ne sont peut-être pas d'accord avec vous de faire aussi le débat. Et des tonalités vont se dégager. De cette tonalité-là, si vous êtes un homme public, politique, vous allez essayer. Vous avez vu aujourd'hui dans ce pays, si vous faites attention, le numérique a contribué énormément à régler certains problèmes sociaux. Quand vous appelez ce que moi j'appelle, récemment on appelle les lanceurs d'alerte, qui, même sur le plan politique ou le plan social, dit que dans une localité, il y a telle personne qui est en train d'être violée. Il y a telle personne qui subit des sévices sexuels, etc. Et on se déplace, on vérifie, et c'est vrai. Et la police intervient. Donc en réalité, on doit pouvoir utiliser ces bénéfices-là que le numérique nous offre dans la réduction de la distance, dans le gain de temps, et aussi dans le fait que de partout, on peut, et ça peut constituer un système d'alerte pour même la gouvernance publique. Ailleurs, nous parlons de e-démocratie parce qu'il y a une sorte de démocratie en ligne avec le numérique. Et donc, cette e-démocratie postule qu'on laisse tout le monde opiner, mais justement, ces opinions sont encadrées. Et vous savez que le code du numérique béninois est très clair dessus. À son article 505, quiconque relaie ou partage des fausses informations est passé d'un certain nombre de peines. Et donc, moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Alors, docteur Wenceslas Ma aussi, ce que d'aucuns appelaient l'homo numericus, qui serait donc la version avancée donc de l'homo sapiens, n'est pas forcément toujours un être réfléchi et donc qui, comme vous et moi, peut analyser d'abord une information avant de la relayer. Est-ce que les politiques font montre de cette responsabilité sociale qu'elles ont ou qu'ils ont vis-à-vis de cette cible-là? Prenons un cas d'école, par exemple. Ousmane Sonko au Sénégal essaie de boire avec la justice. À chaque fois, il appelle à l'insurrection sur les réseaux sociaux, un direct sur sa page Facebook, sur son compte Twitter, et ça y est, la rue est mobilisée. Un conseil de casserole à gauche ou à droite, où on l'a vu, il a démontré à travers sa communication qu'il sait très bien manier les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique. Quelque part, est-ce que les politiciens, je vais le dire ainsi, sont conscients de leurs responsabilités sociales sur les réseaux sociaux? Justement, merci, vous posez une bonne problématique. Hein. Je crois qu'il y a récemment, j'ai été convié par une institution, en fait, qui est dans le giron de, je crois, la diplomatie.
et qui m'a dit de former les acteurs politiques à l'usage des réseaux sociaux numériques, etc. C'est important, parce que vous manipulez entre les mains un outil dangereux qui a la capacité donc, de détruire toute société. Ces appels à l'insurrection et autres, parce qu'en réalité, comme je vous disais, à un moment donné, les citoyens qui sont sur ces réseaux sont beaucoup plus emportés par l'émotionnel. Donc, un être qui est dans l'émotionnel n'est pas un être capable de réflexion profonde, n'est pas un capable de prendre de recul. Et donc, c'est après coup, après les dégâts, qu'on se rend compte que, en réalité, ce que disait celui qui nous a envoyé faire l'insurrection n'est pas totalement justifié. Et les dégâts se seraient commis. Donc, c'est pour ça que, au-delà des acteurs politiques, il faut que tous les citoyens puissent comprendre l'enjeu de ce que quelqu'un vous dit, taille à ceci. Non, je vérifie mon information. Parce que même le débat sénégalais dont vous parlez, est-ce que tous les citoyens sénégalais comprennent l'enjeu? Qu'en réalité, ils sont quoi, manipulateurs? Ils ne savent pas. Même si ce qu'ils défendent est juste. À ce point, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'en réalité, il est en train de manipuler, etc., l'opinion. Même si on connaît la force, la réflexion des Sénégalais en termes de démocratie, l'attachement à la démocratie, tout comme au Bénin, il y a de ça, de ces hommes politiques qui utilisent justement les réseaux sociaux pour manipuler. Et une fois encore, la manipulation n'est pas forcément que ce que la personne dit est vrai ou c'est faux. Mais c'est d'instrumentaliser une population, une jeunesse qui n'est pas suffisamment éduquée sur ces questions-là, qui ne comprend pas même la question du débat politique, qui ne comprend même pas les enjeux politiques. Et en ce moment-là, ces citoyens-là sont dans la rue pour désagréger leur social. Moi, je ne suis pas... Voilà, qui fait encore appel à l'éducation. Justement. Il y a un moment. Est-ce qu'on n'est pas en retard sur cette éducation-là? On n'est pas très en retard. Je crois que le gouvernement fait un certain nombre de choses. Quand je vois le ministère du numérique avec les classes digitales, un certain nombre de choses qui se font. Mais il faut renforcer cette éducation-là. Il faut faire en sorte, dès le début de la rentrée, parce qu'ailleurs en France, on sait, en fait, excusez-moi de donner l'exemple de la France, même si aujourd'hui, la France est aussi en ébullition. Et il y a une sorte d'éducation qu'il faut avoir dans les lycées et les collèges, même au primaire. Il y a ce qu'on appelle un chargé d'information, qui est là dans l'école, qui va former les apprenants au-delà des cours. Il peut y avoir un professeur principal qui peut être du français, ou professeur d'histoire et géographie, ou d'anglais, ou d'informatique, qui éduque les élèves à comment utiliser le numérique, à comment comprendre certains enjeux au-delà des cours qui sont donnés. Et que ce soit au primaire, au secondaire, même à l'université, ça se fait. Et donc, il faut maintenant renforcer ça. Il faut peut-être aller plus loin dans ça. Mais ce qui est important, et que moi je retiens globalement, c'est que c'est une question d'éducation civique qu'il faut. Parce que ce dont nous parlons, l'éducation numérique, etc., c'est en réalité de donner des éléments, des compétences digitales et numériques aux citoyens. Si ces citoyens n'ont pas une base d'éducation civique, éducation citoyenne, éducation qui comprend le drapeau c'est quoi, etc., le pays c'est quoi, quels sont les partis dans le pays, quelles sont leurs idéologies. S'il ne comprend pas ça, il ne peut pas savoir qu'il faut ça à un moment donné. Il va juste se jeter à la rue et il va être une proie facile aux politiciens manipulés. Mais après, est-ce que les réseaux sociaux sont-ils en symbiose avec de nouveaux modes d'engagement citoyen? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'engagement citoyen, pas faire de la mobilisation citoyenne sans les réseaux sociaux numériques. Récemment, sur le campus, il y a à peu près quelques semaines, il y a eu un mémoire qui a été soutenu en sciences politiques sur la web politique et la participation citoyenne. J'ai été convié en tant qu'examinateur de ce jury-là et c'était très intéressant. Et je peux dire que c'est l'un des travaux fondateurs aujourd'hui. J'ai souhaité à cet étudiant-là de continuer en thèse de doctorat. On ne peut plus parler de la mobilisation citoyenne, on ne peut plus parler de la politique aujourd'hui sans parler du numérique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le collègue docteur en communication politique, Belaminis Kapovi, a déjà travaillé dessus il y a à peu près une dizaine d'années, qui a tracé déjà comment est-ce que le numérique apporte aux politiques. Donc on ne peut plus s'en passer. Alors, est-ce que vous comprenez le fait que des politiques coupent la connexion à Internet, les réseaux sociaux en période de crise qu'ils ont eux-mêmes occasionnée? Ah non, je ne comprends pas. Et je crois qu'il y a des organisations internationales, Internet sans frontières et d'autres organismes qui expliquent, et les rapports que nous avons sur les pays qui le font, on voit non seulement ce que ça coûte, et on voit seulement ce que ça fait comme frein à la démocratie. Il n'est pas intéressant de couper Internet. Mais à titre personnel, je l'ai analysé, j'étais à Porto-Novo, le 29 avril 2019, et j'ai analysé la coupure d'Internet du Bénin à l'époque, estimant que cette coupure d'Internet est venue régler un problème. En termes de désinformation. Parce que ça commençait, Porto-Novo a commencé, ça balançait sur tous les réseaux. Mais ce n'est pas la solution.
On a bien vu après, ce n'est pas vraiment la solution de couper Internet. Parce que si vous coupez Internet, c'est comme si... Parce qu'au-delà de l'activité politique, il y a l'activité économique. Et aujourd'hui, beaucoup de monde, nous-mêmes, nous les universitaires et d'autres personnes, nous vivons de la connexion Internet. Et même vous, les journalistes. Et on ne peut pas, parce que c'est une période électorale, etc., couper Internet. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas couper Internet. Mais j'estime pour ma part, si à un moment donné... Pour raison d'État, est-ce que ça peut se faire? Ah oui, ça peut se faire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour raison d'État, ça peut se faire. Et donc, la raison d'État, il y a quelque chose que même l'État même ignore. Donc, voilà. Donc, la raison d'État s'impose à l'État. Il n'y a pas de... Mais ce n'est pas quelque chose à conseiller. Voilà. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive à couper Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, ce qu'on appelle les vigiles de la démocratie, aujourd'hui, à travers le numérique, ne sont-ils pas quand même en train d'asseoir une nouvelle dynamique quant au contrôle, d'accord, de l'espace politique? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne constituent pas vraiment une forme de gendarme d'épée qui plane au-dessus des politiques? Est-ce que les influenceurs ou les citoyens, à travers les réseaux sociaux, ne constituent vraiment pas aujourd'hui des vigiles de la démocratie? Ah oui. Et moi, j'ai fait un travail que j'ai catégorisé en disant que nous avons aujourd'hui ce que j'ai commencé à regarder, les lanceurs d'alerte. Vous avez les web activistes qui sont les acteurs de mobilisation, vous avez les community managers, vous avez les blogueurs, vous avez les web journalistes, vous avez les plus dangereux du groupe, pour le cas béninois que j'ai étudié, c'est les relayeurs, c'est les clébés. Alors, quelqu'un à qui un groupe politique envoie une information, on ne connaît pas le contenu de l'information, ça peut insulter un adversaire politique, ça peut désinformer, allez, on balance. C'est bon parfois, c'est pas bon pour la lisibilité du débat. Donc ça pollue. Donc il y a ça, il y a toute une catégorie d'acteurs et ils sont sur le cyberespace. Et ces acteurs-là, y compris même les acteurs politiques eux-mêmes, il faut les former, il faut les éduquer à l'usage intelligent et bénéfique des réseaux sociaux numériques. On n'ignore pas le rôle que les réseaux sociaux ont pu jouer dans l'élection présidentielle de Donald Trump aux États-Unis, par exemple, ou en France aussi, pareil pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où certains analystes ont pu estimer que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Mais quelque part aussi, est-ce que cela ne fonde pas une nouvelle classe de politiciens qui ont un discours totalement tranché et radical? Je prends l'exemple de notre compatriote, qui est également un cas d'école, Kémy Séba, par exemple, qui a vraiment des followers sur les réseaux sociaux, qui adhèrent à son idéologie. Il y a des gens comme Nathalie Yamb qui drainent vraiment beaucoup de monde dans leurs réflexions. Oui, il draine du monde, mais vous avez vu le scandale qu'il a éclaboussé, d'un point de vue récemment, avec cette affaire de financement, d'être nourri aux frais, etc. C'est que quand vous rentrez dans l'idéologie, c'est compliqué de voir clair. Parce qu'un idéologue, il a une idée, l'idée peut être vraie, il croit Dieu comme fer, il met tous les arguments dans sa balance pour vous dire que son idée est vraie. Et donc, moi, je pense que l'éducation citoyenne, l'éducation, la vraie politique, doit nous faire départir des questions idéologiques. C'est vrai que ces acteurs, qui sont influenceurs, on ne peut pas dire, ils drainent du monde, ils ont des followers, ils peuvent être dans le cyberespace et agir. Mais il faut... Est-ce que c'est des nouveaux types de politiciens? Oui, enfin, c'est clair, ils sont dans l'espace public. Tous ceux qui sont dans l'espace public et qui opinent qu'ils aient la carte de membre d'un parti politique ou pas, ils sont des acteurs politiques. Ils sont des acteurs de mobilisation. Ils peuvent à un moment donné peser dans le débat public. C'est clair, toutes les études l'ont démontré. Et donc, pour moi, ils le sont. Ce qu'il faut, c'est de créer l'alternative. Et d'arriver à ce qu'on appelle le critical thinking aujourd'hui, de la pensée critique, sur ce que même dit le compatriote Kémy Séba. J'en ai pas les aptitudes. Mais si quelqu'un, il le fait, quelqu'un vient dire oui, ce qu'il dit est vrai, et porter le débat nuancé pour éviter les biais cognitifs, pour éviter les conditionnements. Parce qu'à un moment donné, quand il y a du monde comme ça, il y a une communauté qui se crée derrière la personne qui est un idéologue, c'est à un moment donné ce qu'il dit qui passe. C'est comme des gourous, finalement, dans les églises, etc., ou dans les trucs là, c'est comme des gourous. Donc, il faut éviter des gourous. Il faut éviter les gourous du numérique aujourd'hui. Alors, une question... même si la démocratie, le prolongement de la démocratie se fait sur le cyberespace, il faut éviter les gourous. Est-ce qu'on peut contrôler aujourd'hui, vraiment, c'est possible, est-ce que c'est possible vraiment de contrôler les réseaux sociaux de façon objective? Oui. Ou on est comme dans un no man's land? Non, non, c'est un espace régulé. On peut contrôler. Et ce n'est pas, si vous et moi, ce n'est pas le réseau social que nous utilisons ici qui est utilisé en Chine.
Donc, c'est pas la même chose. Donc, on peut contrôler. C'est pas les sites internet que certains voient ici qu'arriver en Chine, ils peuvent voir. Donc, c'est ça. Et vous savez, l'histoire, ça a été raconté récemment avec cette affaire de TikTok. Quand le petit Chinois regarde le TikTok pour voir s'il va être astronaute, etc., nous qui sommes de la d'autres zones de la francophonie, etc., c'est pour nous lobotomiser, pour nous montrer que de voyeurisme, de la légèreté, de la vulgarité. Donc, c'est tout ça qui... Et s'il faut le faire dans le sens d'une éducation des citoyens pour une construction démocratique voulue par les politiques, il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est la dérive, hein, mon point de vue. En même temps que ça constitue un espace de liberté d'expression, un espace de liberté d'opinion, en même temps, il faut voir l'ancrage culturel qu'il faut pour ne pas avoir une jeunesse lobotomisée qui ne peut que savoir faire les toutounis, les papatis, des trucs comme ça sur les réseaux, pour que vraiment la participation citoyenne, au vrai sens du terme, la participation du jeune dans l'aspect politique puisse vraiment être affirmée et être concrétisée sur le cyberespace, mais dans un espace régulé. C'est clair, c'est conclu. Vous l'affirmez bien, la politique n'échappe pas à son époque. Les réseaux sociaux bouleversent les débats, c'est incontestable aussi. Mais est-ce que la transformation des rapports entre gouvernants et gouvernés suit bien l'évolution des réseaux sociaux? Oui, je crois que le Bénin est pionnier. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Bénin a dématérialisé beaucoup de services. Il y a les e-services qui sont faits. On peut avoir son casier judiciaire. On peut faire un certain nombre de formalités en ligne. Et donc, c'est un prolongement. C'est pourquoi je parlais de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas que la liberté d'expression. La démocratie, c'est aussi les services sociaux que je peux recevoir en ligne et qui me facilitent la tâche, qui me réduisent la distance, qui me fait gagner du temps et qui aussi parfois de l'argent. Et donc, de mon point de vue, il faut penser le numérique politique comme un tout, au-delà de la liberté d'expression, et de voir les services qui sont rendus à partir du digital aux citoyens pour lui faciliter la tâche. Aujourd'hui, si je suis fonctionnaire à Tokibi, dans Kobli, je n'ai plus besoin de me déplacer, je tape mon matricule dans l'ordinateur, je peux savoir l'avancement de mes dossiers à la fonction publique ou au budget. Ça, c'est important. Et donc, de ce point de vue, c'est un tout. Il faut voir les réseaux sociaux numériques comme un instrument au service de la démocratie, que ce soit pour la liberté d'expression, que ce soit pour les nouveaux acteurs de mobilisation, que ce soit pour les services à la base. Je pense que c'est ça qui est question, c'est ça qui va nous aider. Très bien. Wenceslas Ma aussi, merci. C'est moi. Vous êtes enseignant d'information communication, spécialiste donc des pratiques infonumériques et médiatiques. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, évoquer avec nous cette question liée à la place donc des réseaux sociaux dans le débat politique aujourd'hui, ou la place du débat politique sur les réseaux sociaux. Merci. On se retrouve très très prochainement. Pourquoi pas à l'occasion de la 8e saison de 5 sur 7 matin qui va ouvrir ses portes au mois de septembre prochain. Pourquoi pas, merci. Merci beaucoup. Allez, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. Nous allons nous arrêter pour recevoir Jean-Claude James pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale.